sur les questions de transition urbaine et de nouvelle urbanité, en prenant l'Algérie depuis longtemps comme observatoire, comme laboratoire. Et puis, en fait, notre collègue Saïd Belguidoun travaille depuis plus de 10 ans déjà. Et pour la sociologie, vous savez, on a... C'est peut-être pas comme les archéologues, mais c'est déjà, ça veut dire qu'on revient sur du terrain revisité. On a tendance à vite trouver des nouveaux terrains. Et bien là, donc dès 2012, même avant, avec un collègue non pas sociologue mais géographe, Olivier Piez, Saïd Belguidoun a donc écrit plusieurs articles sur la route de la soie entre l'Algérie et la Chine. Et plus récemment, je cite un article dans la revue MapMonde, aux deux extrémités d'une route transnationale, spatialiser les marchés transnationaux entre l'Algérie et la Chine. Voilà, nous écoutons donc Saïd Belguidoun. Merci. Cette histoire entre la Chine et la... Merci Sylvie, merci aux organisateurs, organisatrices de m'avoir invité et donc d'intervenir sur un colloque sur Marco Polo pour parler des routes de la soie, l'héritage effectivement et toute la symbolique de Marco Polo, mais pour évoquer de nouveaux imaginaires nés avec la mondialisation, qui vient d'être évoquée également par ma collègue précédemment juste à l'instant, et pour vous parler justement d'un autre type de mondialisation, une mondialisation silencieuse, qui va se développer dans le sillage de ces grandes initiatives institutionnelles lancées par la Chine dans la quête de son développement et de la conquête des marchés mondiaux, celle de cette mondialisation silencieuse et de ces multiples, au pluriel, routes de la soie qui sont mises en place à travers le monde par des entrepreneurs transnationaux. Donc on va voir comment ça arrive, comment cette mondialisation par le bas ou cette mondialisation silencieuse n'est pas développée par les États. Il ne s'agit pas de la mondialisation des multinationales, de la mondialisation par le haut, mais bien d'une mondialisation par le bas, silencieuse, discrète, celle des entrepreneurs commerciaux qui, je vais essayer de l'expliquer rapidement, donc vont tisser un certain nombre de routes et de places, des comptoirs remontant jusqu'en Chine pour alimenter les marchés du Sud. Alors, ce travail, je vais essayer de le présenter en respectant le temps, je vais essayer d'être rapide, de passer certains points. Heureusement, vous êtes intervenu juste avant moi, ça me fait l'économie de vous parler de ces initiatives institutionnelles du haut. Je vais vous présenter très rapidement la démarche méthodologique. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant, depuis 2010 en fait, que nous travaillons sur ces questions-là, essentiellement avec donc plusieurs programmes de recherche qu'on a initiés avec mon collègue géographe Olivier Pliez, et on a souvent signé ensemble un certain nombre de publications à deux ou des publications collectives, des dossiers de revue, etc., sur ces questions-là. Alors la démarche méthodologique, c'est une démarche bien sûr, c'est une démarche qu'on appelle donc multisituée, où il s'agissait pour nous d'arriver à remonter cette route de la soie, comprendre comment elle s'est construite, en étant situé, en faisant nos observations et nos enquêtes in situ aux différents endroits caractérisant les différentes étapes de cette route. Donc on est remonté à partir donc, des places, on a remonté cette route, on a essayé de comprendre comment les entrepreneurs, et on l'a reprise à l'envers, la source c'est la Chine, mais comment les commerçants algériens, à partir de leur place marchande d'Algérie, sont remontés progressivement jusqu'en Chine, chercher les marchandises dont ils avaient besoin pour fournir leurs différents marchés. Phénomène qui a été fait celui qu'on a suivi avec les Algériens, c'est celui également par rapport aux Caraïbes, par rapport à l'Amérique du Sud, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, etc., qui ont été suivis également par les entrepreneurs commerciaux de ces pays-là. Donc nous avons pu suivre de manière précise ces différents cheminements. Parce qu'effectivement, quand on évoquait, si vous voulez, depuis la fin du XXe siècle, en fait, depuis un peu avant l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001 qui vient confirmer le fait que la Chine devient à cette époque-là
commence à devenir à cette époque-là l'atelier du monde, donc notamment la production de masse d'objets à faible coût, qui va permettre de satisfaire les besoins des économies du Sud, qui, elles, commencent à devenir des économies de consommation, où vont apparaître en leur sein des populations de plus en plus nombreuses, capables de consommer, et qui jusqu'alors étaient privées de ces produits de grande consommation que la Chine, elle, va fournir. Donc ces routes vont en fait se développer silencieusement, de manière très très discrète, une décennie avant l'initiative institutionnelle lancée par les pouvoirs publics chinois en 2013, ça s'appelait effectivement, au niveau des Chinois on va parler de One Belt, One Road, qui s'appellera ensuite la BRI, la Belt and Road Initiative, la ceinture et la route, l'initiative de la ceinture et de la route, mais en fait, dès le début, dès l'an 2000, se mettait en place, à partir de Hong Kong, et donc par le biais de Hong Kong, un système de distribution qui allait commencer à alimenter les différentes économies du Sud par le biais justement de ces réseaux transnationaux. Ces nouvelles routes discrètes, donc on les a suivies, on a essayé de voir comment elles se sont constituées, comment elles se sont formées. Alors avant de rentrer dans le détail, quand même, puisqu'on a beaucoup parlé de Marco Polo, on a beaucoup parlé d'histoire, alors moi je ne vais pas parler de Marco Polo, je vais parler d'un autre personnage légendaire, Sinbad. Vous voyez, dans les contes arabes, dans la légende arabe, ce n'est pas Marco Polo, c'est Sinbad, Sinbad le marin, et les aventures de Sinbad qui vont profondément marquer. Mais avant, un petit rappel, il y a une ancienneté historique dans les relations entre le monde arabe et la Chine, qui ne date pas de ces années récentes. L'antériorité est très très ancienne. Si je prends comme référence uniquement la naissance de l'islam, donc avec tout ce que ça va danser, puisqu'on sait que juste après l'islam, les premières routes de la soie vont être développées, on commence déjà, il y a même un hadith du prophète. Un hadith, les phrases, c'est les dires du prophète de son vivant, c'est des phrases qui ne sont pas dans le Coran en tant que tel, le livre de la Révélation, mais les propos du prophète. Alors je rappelle que Mohammed, c'est 570-632. Les premières révélations lui sont venues à partir de 610. Donc on est au début du 7e siècle, et parmi les hadiths qui lui sont prêtés, il dit « Allez chercher le savoir juste en Chine ». Preuve que la Chine n'était pas une contrée. C'est à la fois la métaphore de la contrée très lointaine, mais en même temps connue. Ça fait partie d'un monde, et effectivement, il est prouvé que déjà des commerçants arabes se rendaient par la voie maritime, notamment les navigateurs du Golfe, de Oman notamment, se rendaient déjà en Chine. Et effectivement, donc juste après la mort du prophète, sous le 3e calife, donc un des compagnons du prophète, Othman, une délégation est envoyée en Chine, et elle sera reçue par l'empereur de l'époque, de la dynastie Tang, d'après les chroniqueurs de l'époque, qui vont permettre à l'islam de s'introduire officiellement. L'empereur accordera à l'islam un statut de religion protégée, et un premier comptoir commercial sera instauré. La mosquée de Guangzhou, alors, bien sûr, elle a été reconstruite à partir du XIVe siècle, mais la mosquée de Guangzhou, donc la date précise, on ne la connaît pas, mais elle a été construite aux alentours entre 790 et 810. Donc c'est une des mosquées les plus anciennes, elle porte le nom de Huaisheng, qui signifie le temple de la sagesse. Et cette mosquée, donc, elle est... alors, cette présence, justement, de l'islam liée aux routes commerciales vont marquer aussi bien la route maritime, donc Guangzhou, qui est à la limite, donc, pas loin de la mer, la rivière des Perles. Une autre légende circule sur la rivière des Perles, mais l'islam donc va se développer en même temps qu'il y aura l'installation de comptoirs marchands. On a ici la mosquée de Pékin, ici la mosquée de Xi'an, que vous avez parlé, et Xi'an était le point de départ des caravanes, terrestres qui traversaient l'Asie mineure jusqu'au Proche-Orient. Donc il y a comme ça un certain nombre de mosquées, vous voyez, avec un style très très chinois, qui montre cette période, cette présence très 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 ancienne.
Alors, Sinbad, j'en ai parlé, donc Sinbad le marin, hein, c'est effectivement donc ces contes hein, qui vont marquer ces histoires qu'on a introduites. Alors, on ne sait pas, vous voyez, là aussi, il y aurait toute une histoire à écrire hein, sur les contes de Sinbad le marin. Font-ils partie des contes des Mille et une nuits ou pas? Ils y ont été introduits au XIXe siècle. On sait, en tout cas, ils sont écrits. Une chose est certaine, puisque dans ce qui est raconté, on est grosso modo à l'époque du sultan Haroun Rachid, à l'époque des Abbassides, c'est-à-dire entre 766 et 809, hein, et les aventures de Sinbad le marin, hein, qui sillonne l'océan Indien, les mers de Chine, hein, et qui a des aventures jusqu'en Chine, etc., qui racontent cette histoire et ces aventures de ce personnage de Bagdad. Dont il y a beaucoup de fiction, mais en même temps, donc, qui décrivent des décors qu'on connaissait, hein, qui montrent que la Chine faisait partie de ces territoires connus du monde arabe. Mais là va s'arrêter, si vous voulez, la métaphore. Hein. On retrouvera, vous voyez, lors de mon premier voyage en Chine en 2012, à Yiwu, dans Exotic Street, l'endroit où les commerçants arabes sont massivement installés, vous voyez, un restaurant arabe à Yiwu, donc je reparlerai de Yiwu tout à l'heure, qui porte le nom de Sinbad le marin, et le portrait de Sinbad qui a été repris, hein, c'est celui du Sinbad Hollywood, de Walt Disney, hein, de Sinbad qui est personnage qui fait partie maintenant de la légende. Des contes populaires, hein, c'est un peu comme l'histoire pour reprendre une expression un très bel article d'un collègue anthropologue, Ben Aoun, qui disait, comme le héros je crois que j'ai la phrase ici, hein, comme le héros de l'Odyssée, Sinbad le marin n'appartient plus à la culture et à la civilisation dont il est issu, il est décontextualisé par des séries d'éditions pour enfants et pour adolescents, bandes dessinées, etc., etc. Et effectivement, vous voyez, quand on va le reprendre hein, en Chine, là va s'arrêter l'image de Sinbad le marin et les nouveaux imaginaires. Je vais essayer de vous les présenter. Ceci étant, juste un petit mot hein, sur pourquoi ne pas également parler de ça, pour parler de cette temporalité très très ancienne. Vous savez, j'ai dit Guangzhou. Guangzhou, pour ceux qui ne connaissent pas l'appellation chinoise, Guangzhou, c'est Canton. Canton, c'est le nom européen, portugais hein, de Guangzhou, qui est le nom actuel et historique de la ville. Donc, est traversée par une rivière très très grande. On voit ici, c'est la rivière des Perles. Cette rivière des Perles, Zhujiang, hein, dont une des légendes, il y a plein de légendes cette rivière-là, mais dont une des légendes hein, attribue le nom au fait qu'un bateau chargé de perles venu d'Arabie ou de Perse hein, aurait coulé, hein, et donc la rivière, la nuit venue, hein, la rivière s'illumina, d'où le nom de la rivière des Perles. C'est bien sûr une légende, hein, mais ça fait partie ça fait partie, vous voyez, de ce climat, de ces histoires anciennes, hein, entretenues par les légendes et par les mythes, hein, mais qui montrent le type de lien qui pouvait exister. Alors l'Afrique du Nord, qui est le point de départ, moi, que j'ai choisi, hein, ma porte d'entrée pour remonter ces routes de la soie, était bien entendu relié, dans cet passé très lointain, à ces routes de la soie, hein, puisque les routes de la soie passaient au niveau terrestre par les caravanes ensuite qui distribuaient, qui traversaient le Maghreb et qui allaient jusqu'en Espagne. Mais ces routes de la soie ne ramenaient pas que de la soie ou du thé. Elles ramenaient aussi, par exemple, c'est par le biais de la Chine qu'a été introduite l'orange. Hein, l'arbre, l'oranger vient de Chine. Hein, et en venant de Chine, on lui a donné le nom de Chine. Ça s'est appelé en arabe Habbat China. Pour dire l'orange, on dit Habbat China. China, c'est le nom au Maghreb pour désigner l'orange. Entre-temps, l'arbre a été planté notamment dans les orangeraies du sud de l'Espagne et au Portugal. Entre-temps, le mot là, en arabe aujourd'hui, enfin en arabe moderne, littéraire, hein, on ne dit plus China, on dit Portugal. On lui a donné le nom du Portugal, Portugal. Sauf qu'au Maghreb, on continue à appeler l'orange China, de son nom d'origine, hein, ce fruit qui nous vient de Chine. Mais là va s'arrêter l'histoire et les légendes. Hein, on va rentrer dans la réalité d'aujourd'hui. Les routes de la soie des temps modernes n'ont plus rien à voir avec ce lointain passé.
Et Sinbad le marin, bon, bah, c'est un personnage qui appartient à la mondialisation et qui ne dit pas grand-chose à mes enquêtés que j'ai suivis à partir d'Algérie quand ils sont et quand j'ai voyagé ou que je les ai retrouvés jusqu'en Chine. Ce sont effectivement des nouveaux imaginaires hein, qui vont animer ce commerce dont je vais essayer de présenter les grandes caractéristiques. Donc, le point de départ, c'est un contexte qui est caractérisé par le fait que les Suds, à partir des années 80-90, 1980-90, grosso modo qui équivaut à la fin du capitalisme fordiste, du capitalisme unipolaire, un centre et une grande périphérie, contesté effectivement par la Chine qui revendique la multipolarisation. Enfin, moi, je ne porte pas de jugement sur le fait que les Chinois sont devenus offensifs sur le marché mondial. Ils prennent leur part de marché qui a longtemps appartenu à un centre unique. Les Suds, effectivement, à partir de ces années-là, hein, avec la fin du Fordisme, émergent également en tant que pays, deviennent des marchés de consommation. Alors ces marchés de consommation, ils vont être répartis justement toujours dans le cadre de cette ancienne division ou de cette nouvelle mondialisation qui recompose la distribution mondiale entre un marché des riches et un marché des pauvres. Le marché des pauvres, entre guillemets bien sûr, le marché des pauvres, c'est les Suds. Et le marché des pauvres, délaissé par justement les puissances du Nord, vous voyez, je prends volontairement le contre-courant dans mon discours de ce qui a été dit précédemment, et bien justement, des pays comme la Chine vont complètement jouer le rôle et vont ouvrir leurs portes de manière, vont comprendre que c'est des marchés également importants, où la marge de bénéfice ne sera pas du 100%, sera du 1%, mais en vendant massivement, en écoulant massivement des marchandises, on fait des bénéfices énormes, et effectivement, ces nouvelles routes discrètes de la mondialisation par le bas, initiées par ces pays du Sud et de leurs entrepreneurs commerciaux qui vont progressivement, qui vont sillonner dans un premier temps les différentes régions du monde, de la Méditerranée. Je vais vous montrer comment c'est construit, comment on est arrivé jusqu'en Chine, hein, pour trouver les meilleures sources d'approvisionnement et satisfaire les besoins de leur pays. Ce qu'on a décrit, nous, par rapport à l'Algérie, on a fait de l'Algérie un pays emblématique de la Méditerranée, hein, mais d'autres collègues, dans les écrits, dans les rencontres qu'on a fait, etc., ont analysé exactement les mêmes phénomènes quand ils ont travaillé sur d'autres régions du monde, hein, de pays du Sud, hein, qui ont notamment le colloque de Cerisy qu'on avait fait, c'était nous peut-être, hein, voilà, le colloque de Cerisy, où nos amis brésiliens et sud-américains, etc., on a pu confronter nos travaux et on avait exactement les mêmes résultats, les mêmes types de réseaux qui se sont constitués progressivement par étapes, par le bas, hein, sans passer par justement cette mondialisation par le haut qui est contournée par ces circulations transnationales. Alors, quelques références hein, pour avoir une idée sur ces auteurs justement qui ont été les pionniers dans ce type d'analyse. Hein, c'est effectivement ces portes, hein, donc un auteur d'origine sud-américaine mais qui enseigne aux États-Unis, qui est l'inventeur du concept de mondialisation par le bas, hein, Alain Tarius, qui est un collègue français, hein, qui a écrit lui aussi un ouvrage qui s'appelle La mondialisation par le bas et les nouveaux nomades de l'économie souterraine. Hein, ce sont, bon, il y a plein d'autres auteurs, mais ce sont les deux grands auteurs clés, hein, à partir desquels les travaux ont commencé à se développer, hein, qui nous ont donné les grandes références. Hein, grosso modo, il y a une phrase importante de Porte dans toute l'analyse qu'il fait, hein, c'est que nous dit les activités économiques qui sous-tendent ces communautés transnationales hein, reposent précisément sur les différences de profit créées par les frontières, savoir passer les frontières. Hein. Le savoir circuler va être l'élément clé, la compétence clé que vont acquérir ces entrepreneurs transnationaux pour construire ces routes. Basé sur des nouvelles formes de circulation mondiale. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, la fin du Fordisme, c'est en même temps la fin des migrations
unilatérale de travailleurs immigrés travaillant à plein temps dans les usines du centre. Hein, on a affaire maintenant à des circulations, à des mouvements de circulation, de mobilité qui ne vont plus dans une seule direction, hein, mais qui empruntent différentes voies, hein, et qui permet à ces nouvelles communautés circulantes, pour reprendre par exemple un autre grand chercheur qui a beaucoup travaillé sur et qui a beaucoup aidé à repenser la question des circulations, c'est Appadurai. Appadurai, un chercheur d'origine indienne qui lui aussi a émigré aux États-Unis, hein, et dont les travaux après la colonisation justement nous montrent comment aujourd'hui se pose la question des circulations mondiales. Tarius, on a surtout travaillé sur la Méditerranée, hein, on lui doit la fameuse formule de ces fourmis, de ces nouveaux nomades de l'économie souterraine, de la mondialisation des fourmis. Hein, cette mondialisation des fourmis, hein, celle de ces milliers de petits commerçants qui vont sillonner la Méditerranée, et puis à partir de la Méditerranée, aller au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est. À l'époque de Tarius, la Chine n'était pas encore ouverte, hein, et qui vont créer ces nouveaux réseaux, hein, fondés sur cette capacité inédite, nous dit Tarius, hein, d'être d'ici, de là-bas, d'ici et de là-bas à la fois, qui va se substituer à la vieille opposition des anciennes immigrations, hein, qui elle était être d'ici ou de là-bas, et dans le plus pire des cas, hein, repris par Sayad par exemple, d'être ni de là-bas ni d'ici, la double absence de Sayad. Hein. On a affaire à des nouveaux migrants, des nouvelles formes de migration entrepreneuriale, hein, où le principe d'être ici et là en même temps permet de constituer les réseaux qu'ils vont développer. Alors, l'Algérie, je vous l'ai dit, espace clé. Pourquoi l'Algérie, c'est 47 millions d'habitants aujourd'hui. Quand on a commencé nos travaux, c'était 40 millions d'habitants, hein, et ça progresse. Chaque année, l'Algérie a 1 million d'habitants en plus, hein, enfin 900 000 habitants en plus. Hein, donc c'est un marché en plein essor, un pouvoir d'achat en progression constante, des couches moyennes de plus en plus nombreuses, donc demandeuses de produits. Une économie qui continue à être une économie essentiellement rentière, un pays qui continue à être qui repose encore énormément sur la redistribution de sa rente pétrolière, hein, donc 75% des revenus fiscaux de l'État algérien proviennent du pétrole et du gaz, hein, donc sa redistribution permet effectivement l'émergence et de satisfaire un pouvoir d'achat modeste, mais suffisant pour lancer un marché de consommation. Hein. Donc il faut satisfaire ses besoins. Une économie locale qui ne permet pas de satisfaire ses besoins, et donc l'émergence, hein, de ces nouveaux besoins qui vont prendre différentes formes. Hein. La forme classique, comme vous pouvez le voir dans cette rue marchande sur la gauche, mais également avec l'apparition de malls, hein, ces nouveaux centres, ces nouveaux espaces de la consommation mondialisée, hein, qui vont fleurir en Algérie, au Maroc, en Tunisie, enfin dans tous ces pays du Sud qui sont reliés à ces routes de la soie, marchés locaux qui sont bien sûr alimentés par ces réseaux transnationaux. Alors, ces routes se sont construites, je ne reviens pas donc sur les deux mondialisations, moi je m'intéresse à celle du bas. La mondialisation du haut, c'est celle qui est instituée, c'est celle que les pouvoirs publics chinois mettent en place. Ils ont fait signer à ce jour, je crois, de tête 140 pays, on rejoint, et c'est énorme, hein, ils arrivent réellement à sillonner, environ 140 pays ont signé l'accord. La stratégie chinoise, comme il a été dit, c'est une stratégie globale, fondée sur fondée sur des politiques bilatérales. Hein. Donc chaque pays, le soft power continue à fonctionner avec derrière l'économie, des marchés énormes qui sont acquis, etc. Pas d'ingérence dans la politique intérieure du pays. Vous avez envie d'une dictature, vive la dictature. Vous avez envie de faire des élections démocratiques, vive les élections démocratiques. C'est pas notre problème. Les marchés, donnez-nous les marchés, quoi qu'il y a à prendre. Ça, c'est la mondialisation par le haut. Et en parallèle, effectivement, il y a ces routes du bas, hein, et c'est celle-là donc qu'on a décidé d'étudier. Alors, route de la soie, une dernière précision. Effectivement, c'est d'ici qu'on les appelle les routes de la soie, mais l'appellation remonte au début des années 2000.
Et elle est américaine, c'est un chercheur, on n'a pas trouvé d'antériorité, hein. C'est un chercheur américain, un économiste américain qui le premier va proposer, va signer un article qui s'appelle « Les nouvelles routes de la soie hein, », et c'est Ben Simfondor hein, qui est le premier à avoir annoncé le mot. Hein. D'ailleurs, nous, quand on le reprendra avec Olivier, l'expression, le premier article qu'on publie, je crois que c'est en 2012, hein, on mettra effectivement ces nouvelles routes de la soie entre guillemets, hein, en disant, bon, bah, ces routes de la soie, c'est une métaphore. Hein, c'est une métaphore, et cette métaphore, voilà, la réalité, elle est différente. Hein, elle ne ressemble en rien aux routes antiques et médiévales. Hein, elles ne transportent pas du tout le même type de marchandises. Il y a très peu de soie. Hein, certains auteurs parlent aujourd'hui de la route, vous voyez un peu méchamment, la route du plastique. Il n'y a pas que du plastique non plus. Hein, il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Hein, on ne fait pas seulement du bas de gamme en Chine. On est capable de faire du low cost total, comme on est capable de faire de la haute technologie. Et c'est tout ça qui s'exporte. C'est tout ça qui se vend, hein, et à des prix souvent très très compétitifs qui leur permettent donc de gagner énormément de marché. Donc ça ressemble pas du tout aux anciennes routes de la soie, c'est une métaphore qui renvoie à de nouvelles alors je passe sur la route. Comment s'est construit le réseau entre un réseau international et un réseau national. Je n'ai pas le temps de traiter du réseau national algérien. Sachez qu'il est hiérarchisé, qu'il y a des grands centres en périphérie des grandes villes où est organisée la jonction avec la route globale qui distribue l'ensemble du marché national algérien. Et c'est à partir de ces principaux centres que les entrepreneurs du commerce transnational vont remonter la route et ont établi des comptoirs en Chine, et notamment à Yiwu. Donc, la route qui nous intéresse ici, vous voyez, les ramifications sont multiples. Dans la carte que nous a montrée notre collègue, ces flèches-là, ces traits-là n'existaient pas. Hein. Là, on est... Et ici en Chine, on a volontairement mis Yiwu. Yiwu, c'est là qu'on va arriver. Il n'y a pas qu'à Yiwu, il y a Guangzhou, il y a Shenzhen, mais Yiwu, c'est là essentiellement que tout va se jouer. Hein, et vous voyez comment le tracé, comment on va arriver à truc pour ensuite alimenter un marché national algérien qui lui-même est réparti entre ces différents. Alors, ça s'est construit en l'espace, allez, on va dire d'une trentaine d'années. En 30 ans, on va partir d'une génération du Kaba. Je ne sais pas, vous savez tous ce que c'est qu'un Kaba. Hein, c'est la génération du Trabendo. Trabendo, c'est le mot algérien. C'est une contraction du mot contrebande en espagnol, contrabando, et en algérien c'est trabendo. Trabendo, c'est le trafic, c'est la génération du travail ou du trabendo, c'est celle d'aller chercher la marchandise en France, à l'époque où il n'y avait pas de visa. On faisait l'aller-retour en 3 jours, 4 jours, on remplissait des cabas, on remplissait des valises, et on rentrait en Algérie, on les revendait à des commerçants et on distribuait. Hein. Donc, c'est des jeunes qui se spécialisent dans ça, des flux quotidiens de milliers de voyages, aller-retour. Vous avez des vols Air Algérie quotidiens ou Air France quotidiens qui étaient remplis de ce type de passeurs, de marchandises, ou alors les bateaux qui étaient remplis. Là, on charge des voitures pour de la marchandise qu'on achetait essentiellement à Marseille, mais également dans d'autres villes françaises, Lyon et Paris, avec des zones emblématiques. On allait faire nos courses à Barbès. Barbès est le premier marché du low cost. Pour ceux qui ont connu les magasins Barbès, aujourd'hui c'est remplacé par Action, par je ne sais plus comment ça s'appelle. Et sinon, la place emblématique en France, ça va être Marseille et Belzunce. Marseille et Belzunce, avec ces deux marchés, le marché du Soleil, etc. Cette génération du Kaba, alors pour différentes raisons, vous voyez, souvent dans l'histoire, on retient, comme on a dit, la crise pétrolière en 1980, etc. C'est la fin du Fordisme qui a correspondu à cette crise pétrolière, etc. Là, il y a eu la question des visas. C'est Pasqua qui décide de contrôler les frontières, les nouvelles lois Pasqua sur les allers-retours, on met les visas, ça va tout simplement accélérer un mouvement qui va obliger ces importateurs algériens à aller chercher la marchandise ailleurs. Ils vont délaisser Marseille et ils vont se replier vers l'Est, en allant d'abord vers Istanbul,
hein, d'Istanbul. Alors pour ceux qui restent en Europe, ceux qui partent d'Algérie vont traverser la Tunisie, vont aller en Libye. La Libye, à cette époque-là, avec la politique de Kadhafi très généreuse, hein, les réserves énormes de pétrole qu'il distribue à sa population, permettait de faire venir énormément de marchandises. Donc les importateurs algériens vont soit aller par le biais de la France jusqu'en Turquie, à Istanbul, ou par le biais de la Tunisie jusqu'en Libye. Et puis en Libye, ils vont se rendre compte que les Libyens, ils ne produisent pas la marchandise. Ils la ramènent d'où? Eh bien, ils la ramenaient de Dubaï. Hein. Et à Istanbul, on ramenait la marchandise de Dubaï. Et donc, finalement, on va aller jusqu'à Dubaï. Et pendant une dizaine d'années, Dubaï va devenir le véritable centre d'approvisionnement de l'Algérie. Jusqu'à ce que ceux qui sont installés à Dubaï disent on peut encore faire des bénéfices plus importants, plus intéressants, si on va réellement chercher la marchandise à la source. Et à la source, c'était en Asie du Sud-Est, Dubaï n'étant que le port de distribution, de répartition. Et effectivement, donc en 2004-2005, les premiers importateurs algériens vont s'installer à Yiwu. Yiwu, enfin la source de tous les produits. Hein, et donc, c'est la découverte de Yiwu. Les comptoirs algériens vont s'installer à Yiwu, mais également à Guangzhou. Mais Yiwu va devenir le centre névralgique. Hein. Alors, des travaux, hein, on n'est pas les seuls, bien sûr, à avoir travaillé là-dessus. J'ai cité Tarius, qui est un hommage particulier à ce grand chercheur qui nous a ouvert des voies énormes, mais également Michel Peraldi, qui est lui aussi un local, est un Marseillais, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui ont montré, eux, à leur niveau, comment on va passer du cabas au conteneur. Hein. Donc, comment ils ont arrêté leurs travaux à ce niveau-là. Et avec Olivier, on s'occupera, on sera la génération justement du conteneur. Et on verra comment se règle comment à partir de la diversification des sources. Hein. Donc, une fois qu'on est de la Turquie, qu'on est passé à Dubaï, et de Dubaï, vous voyez, de Marseille à Dubaï, je passe là-dessus, hein, on va les suivre jusqu'en Chine. Hein. Vous voyez, des propos de commerçants, par exemple un commerçant d'un grand centre de revente en Algérie, Ain Fakroun, qui avait été un tout petit village, qui est devenu une plaque tournante de la distribution des marchandises importées, hein, qui nous racontait, qui disait nous allions nous approvisionner à la frontière tunisienne, c'est Bir Later. Et après, nous nous sommes dit, mais Bir Later, d'où il ramène ça de Tunisie. On a traversé la frontière, et en Tunisie, ça nous a amené jusqu'en Libye et en Égypte, et c'est là qu'on a compris que la marchandise venait de Dubaï. Hein, et qu'on s'est installé à Dubaï, et ensuite, de Dubaï, on les a suivis jusqu'à Hong Kong et en Chine. Hein, grosso modo, c'est le schéma, effectivement, qui a été suivi et qui... alors, vous voyez, quand on dit Yiwu, quand on dit Guangzhou, ça vous parle. Quand on dit Yiwu, on se dit, mais c'est quoi Yiwu? Ceux qui ne travaillent pas sur ces questions-là, c'est des mots qui... Yiwu, c'est... et voilà, alors ça, c'est une carte qui reprend les étapes qui ont été suivies dans l'implantation, c'est ça qui fait la force, je reviendrai au niveau de la conclusion, hein, la force de ces routes transnationales, c'est ce savoir circuler et c'est leur caractère extrêmement labile, hein, cette capacité à se retourner, cette capacité, il y a un problème d'approvisionnement, il y a des frontières qui se ferment, il y a des visas qu'on n'obtient plus, ont la possibilité de se replier sur telle autre destination, hein, et on voit que, par exemple, là, en ce moment, la Chine change de stratégie au niveau d'un certain type de produit qu'elle n'a plus envie de produire. Hein. Les Algériens se replient à nouveau sur Istanbul par rapport à ce type de produit et restent en relation avec la Chine pour d'autres types de produits, notamment l'électronique, etc. Le vêtement, maintenant, c'est plus la Turquie, alors que pendant les 15 dernières années, c'était essentiellement la Chine. Hein. Donc, l'habilité des réseaux, hein, mais... là, voilà, vous voyez comment. Alors, il y a 3 villes en vérité où ils sont beaucoup implantés. Hein, c'est Guangzhou, bien sûr, Shenzhen, hein, mais Yiwu, qui est donc la source principale, un des marchés de grande consommation. Alors, Yiwu, c'est environ, le district de Yiwu, c'est à 300 km de Shanghai. On est à l'intérieur du pays. C'est environ entre 1,5 million à 2 millions d'habitants. Quand on cherche sur une encyclopédie française, une encyclopédie universaliste ou Larousse, quand on regarde Yiwu des années 1990,
Yiwu n'existe pas. Maintenant, on parle de Yiwu, mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui a poussé. C'est une ville champignon. En l'espace de 20 ans, une ville va naître et va s'imposer comme la place transnationale, mondiale, des small commodities, des marchés de biens courants de grande consommation, qui va alimenter pas seulement le monde arabe, mais qui va alimenter le monde entier. Vous voyez, donc 120 000 boutiques d'usines, donc l'International Trade Center, vous voyez ce premier bâtiment, il y a 5 immenses bâtiments comme ça dans l'ITC, mais en vérité il y a plein d'autres dans la ville, il y a plein d'autres zones spécialisées par des types de marchandises, où les différents types de marchandises, les différents types de produits sont présentés, vous voyez, avec étages, avec les trucs, etc., qui fait donc sa foire, son exposition annuelle, qui a lieu 2 mois après celle de Guangzhou, et qui attire donc des commerçants du monde entier. Vous voyez, ces kilomètres de galeries avec ces boutiques spécialisées par type de produits, c'est des boutiques d'usines. Et voyez, dans la ville, voyez, on a d'autres grands centres, des hangars où sont entreposés d'autres types de marchandises. Et les principales dessertes de Yiwu, d'après les données publiées qu'on a réussi à récolter auprès des autorités chinoises, qui montraient comment donc c'est les principaux lieux qu'ils approvisionnaient. Vous voyez que l'Algérie fait partie l'Algérie, le monde arabe, etc. Mais l'Inde, bien sûr, tout l'océan Indien et l'Amérique du Sud, qui est alimenté, qui font partie des zones approvisionnées par ces... Alors, quand vous vous promenez, effectivement, vous ne savez pas les produits que vous portez, etc. Vous ne faites pas attention. Parfois, vous dites, tiens, c'est du Made in China, point final. Mais le plus souvent, c'est du Made in China, Yiwu. Là, je suis, par exemple, à Ain Fakron, je vous ai déjà parlé de ce petit village complètement inconnu, etc. Un marché, des cartons qui nous viennent de Yiwu. C'est l'heure, c'est bientôt fini. Je passe à Stockholm, je vois devant une boutique de tourisme, de produits de tourisme, je regarde les cartons qui sont là sans de trucs, je m'approche pour voir les étiquettes, ça vient de Yiwu. Je suis à Tokyo, devant un grand magasin, c'est les cartons de Yiwu. C'est-à-dire que Yiwu approvisionne réellement un marché mondial. Le comptoir, je terminerai avec ça, le comptoir algérien de Yiwu, il y a une 50aine de bureaux à ce jour qui sont installés, d'Algériens, de bureaux agréés par les autorités chinoises, avec au moins 200 à 300 Algériens qui travaillent en freelance, qui fonctionnent de cette manière-là, avec des commandes et qui assurent donc l'interaction avec les commandes algériennes et qui alimentent, et avec l'implantation ça c'est le café par exemple où on va se rencontrer, là où se rencontrent les Algériens, et avec, donc vous voyez ces enseignes, ça c'est Exotic Street, c'est un quartier qui est essentiellement composé, alors dans Yiwu il y a des quartiers spécialisés, il y a le quartier des Latinos, il y a le quartier des Arabes, des musulmans, etc. Donc là on est dans l'Exotic Street, c'est un quartier arabe de Yiwu, avec les enseignes en chinois et en arabe, de différents types de qualités, voilà, une vie se fait, et bien sûr, la religion joue un rôle important, et on l'avait évoqué tout à l'heure, la mosquée de Yiwu est une mosquée carrément cosmopolite. Yiwu est véritable. Alors ça joue un rôle dans les pays du Sud, et les pays du Sud sont très musulmans. Et quand vous allez un vendredi à la mosquée de Yiwu, vous voyez, on est ici, à la mosquée de Yiwu, vous allez vous retrouver, c'est assez rare de voir autant de pratiques cosmopolites dans une mosquée. Vous allez voir donc aussi des Chinois, bien sûr, puisqu'il n'y a pas que des Ouïghours en Chine qui sont musulmans. L'islam chinois, c'est aussi l'islam des Hui. Les Hui, c'est les Han qui sont musulmans et qui voilà. Alors, circulation transnationale, réseau la ville, un savoir circuler sans cesse renouvelé, des routes silencieuses, où ces routes de la soie ont été réinventées par le bas, avec un imaginaire nouveau. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous présenter mes enquêtés. Au total, on a dû faire une 60aine d'entretiens un peu plus ou moins approfondis. On a des portraits d'enquêtés, etc. Souvent des jeunes entrepreneurs qui sont soutenus par leur famille, qui sont partis à l'aventure. Quand on leur dit la Chine, alors il y a des mariages, vous voyez, on s'installe, on se marie, il y a des mariages. On tient à me préciser que
mais je suis algérien, donc je fais mes enquêtes quand je fais mes enquêtes, je les fais en arabe. Et je dis, ah bon, tu es marié? Oui, oui, mais avec une musulmane. Tu as précisé pour montrer que l'altérité qu'il peut y avoir est compensée par le fait que, quand même, on a la même religion. Alors qu'un Algérien qui se marierait en France avec une Française non musulmane ne me le dirait pas, parce que c'est une altérité connue. Par contre, l'altérité avec une asiatique, elle est compensée par le fait que, oui, mais c'est une musulmane. Donc il y a des mariages, il y a des installations à durée donc durable, avec enfants, ou comme il y a un turnover tous les 2-3 ans, les entrepreneurs se font remplacer par des amis à eux, etc. Ils font tenir leur bureau par des amis à eux, et vous avez l'installation d'un véritable comptoir. Voilà une autre manière de regarder les routes de la soie, et cette magnifique expérience qu'on a vécue avec Olivier, et on n'y est pas retourné la dernière fois que j'y suis allé, c'est en 2018. De temps en temps, j'échange des mails avec mes informateurs là-bas, qui ont beaucoup souffert du Covid, mais qui continuent justement, grâce à cette détérioralisation des échanges, cette possibilité qu'on a de passer commande par Internet, etc., qui continuent à faire leurs affaires. Merci. Voilà. Merci. Alors, il se fait un peu tard. Je vais passer une longue journée, mais je trouve que vraiment ça poursuit bien la discussion.